Bonsoir à tous et bienvenue sur Reflet TV. Vous suivez Entre deux news, votre émission d'analyse et de décryptage de l'actualité nationale et internationale. Dans cette émission, ce soir, deux sujets. Dans la première partie, débrief du passage du ministre de la Construction, Bruno Nabanye-Koné, devant l'hémicycle en Côte d'Ivoire. Et puis dans la deuxième partie, visite du président guinéen Mamadi Doumbouya en Côte d'Ivoire. Il a été reçu par le président ivoirien Alassane Ouattara. Pour en parler, 4 consultants. Marcelin Niawa, analyste politique. Bonsoir Marcelin Niawa. Bonsoir Sidi. Bon anniversaire. Merci. Guillaume Bato, journaliste DG du quotidien Liberté. Bonsoir Guillaume Bato. Bonsoir Sidi. Dr Dada Ouattara, bonsoir. Bonsoir. Analyste politique. Et puis enfin Michel Beta, journaliste DG du quotidien Le Bélier. Bonsoir Michel Beta. Bonsoir Sidi. Alors tout de suite, place au premier sujet de cette émission. Ce soir, lors d'une séance à l'Assemblée nationale, le ministre de la Construction, Bruno Nabanye-Koné, a été interpellé sur les nombreuses expropriations de terrains en engrais, sinon en Côte d'Ivoire, notamment le cas de Dame Traoré, dont la vidéo a récemment relancé le débat sur les litiges fonciers à l'initiative le député du PPACI, Gaspard, du groupe parlementaire du PPACI, bien sûr. Les discussions ont porté sur la responsabilité de l'État, les conflits entre chefferies, l'insuffisance des poursuites judiciaires, ainsi que des réformes engagées pour assainir le système, notamment d'autres questions telles que les inondations à Abidjan. Comment vous réagissez d'abord face à cette initiative? D'accord. Bien, nous avons tous vu la vidéo de Dame Traoré en février dernier où elle évoquait le problème. À l'en croire, elle a été injustement éjectée de son terrain, ce qui n'est pas légal. Tout porte à croire que, vu la manière dont ce problème est géré, tout porte à croire que les Ivoiriens ne sont pas assez protégés par la législation sur le foncier en Côte d'Ivoire. Mieux, les dénommé Komé Bakari est toujours en liberté. Il est libre de ses mouvements et se promène partout. Pourtant, il y a des journalistes très sérieux, très engagés, des journalistes d'investigation qui ont sorti des enquêtes où des journalistes sérieux comme M. Assadé Tiomoko, d'ailleurs député de la Nation, qui a fait des investigations et toutes les plaintes contre le monsieur, malgré toutes les plaintes contre le monsieur est encore en liberté, il est libre de ses mouvements. Alors, tout porte à croire que pas assez protégé par cette loi, comme je le disais tantôt, et il y a un manque de confiance vis-à-vis comment on appelle ça, des Ivoiriens vis-à-vis de l'État. C'est-à-dire la manière dont ce dossier est géré par l'État fait que la population se sent lésée, la population se sent abandonnée sur ce fait-là. Voilà. Bien. Alors, Marcelin Niawa, comme réponse à la recrudescence des conflits fonciers constatés ces dernières années, le ministre Bruno Koné pointe du doigt les dysfonctionnements dans le traitement du foncier. Par le passé, le ministre dit que son ministère apporte bien sûr des réformes pour résoudre ces luttes foncières actuelles à travers l'introduction de l'attestation des droits d'usage ADU, ce qui n'a pas été, en tout cas, bien apprécié par certains députés. Est-ce que vous partagez ce même avis? Mais oui, je partage cet avis, dans la mesure où toutes ces dérives aujourd'hui qui attristent les Ivoiriens. Et Komé Bakari, qui est le symbole même de ces dérives, il vit sa vie tranquillement, il n'est pas inquiété. Alors, pourquoi par le mauvais comportement d'un seul individu, toute une population peut être attristée jusqu'à ce point? Ça montre bien qu'il y a des complicités au haut niveau, dans l'administration, même dans la hiérarchie de l'État, qui soutiennent M. Komé Bakari. Je pense qu'il était temps que le ministre de la Construction explique et s'explique aussi devant le Parlement, qui sont les élus de la nation. Il est vrai que dans un passé très récent, il a sanctionné, il a licencié 20 agents du ministère de la Construction pour délivrance des titres fonciers frauduleux. Mais ça ne suffit pas. Le mal, il est très, très, très profond. Et j'espère que l'Assemblée nationale, les députés vont aller très loin dans leur enquête pour qu'on puisse trouver une solution durable à ce problème des terrains en Côte d'Ivoire. Bien, parlons d'enquête affaire Komé Bakari Dame Traoré. Selon le ministre Ojo, dans les archives du ministère, les 2 dossiers sont complets et tous signés par des autorités coutumières de Djorobité. Il y a eu plusieurs guides selon lui, ce qui n'est pas normal.
à en croire le ministre, il demande donc d'attendre les décisions de l'enquête en cours. Comment vous réagissez Oui, je pense que mes co-débatteurs ont pointé du doigt le fait que M. Komé Bakary soit encore en liberté. Mais je veux dire que ce n'est pas parce qu'il y a une situation où un citoyen, quel qu'il soit, est présumé auteur de tel ou tel délit, que d'emblée, il doit aller en prison. Et il faut laisser le temps aux enquêtes pour situer les responsabilités. Ceci dit, moi je suis d'accord avec le ministre qu'il faut laisser pour ne pas condamner peut-être demain un innocent. Parce que finalement, on se rend compte que les dossiers sur le foncier urbain, notamment à Abidjan et dans sa grande région, c'est un problème complexe. Il y a le cas de Diogo Pité qui a défrayé la chronique, mais vous savez que tous les jours, dans pratiquement tous les villages aux alentours d'Abidjan, il y a des conflits fonciers. À Coupé-Zedi, Elokaté, à Djamé, Bergerville, Mbato Boaké, on peut citer même Modeste, partout, il y a des conflits fonciers. Donc, ça veut dire que le mal, il est profond. Et le ministre pointe du doigt la responsabilité des autorités coutumières. Vous savez que dans cette région d'Abidjan, où les successions se font par génération, généralement, malheureusement, avec notre administration coutumière qui n'est pas toujours bien digitalisée, il y a des situations où on ne sait pas qui fait quoi. Donc, je crois qu'il ne faut pas s'en tenir à la clameur publique, parce qu'on a pointé du doigt un individu, mais il faut aller à la racine du problème, identifier les différents acteurs, situer leurs responsabilités, et s'il se trouve effectivement que M. Komé Bakary a agi en trompant toute l'administration, oui, en ce moment-là, on pourra le faire payer. Mais sans preuve établie, on ne va pas, parce que les gens viennent parler sur les réseaux sociaux, faire des discours, des conférences de presse, on va mettre la main sur un individu et le mettre en prison. Ceci dit, moi je pense qu'il faut que la question du foncier urbain fasse l'objet d'un vrai débat national. Moi je me souviens, en 99-98, sur le foncier rural, l'Assemblée nationale à l'époque avait envoyé des missions sur l'ensemble du territoire national avant l'adoption de la loi sur le foncier rural en 98. L'Assemblée nationale, je me réjouis de ce que les députés aient invité le ministre à venir échanger avec eux. Mais l'Assemblée doit aller au-delà, doit mettre en place une commission parlementaire pour adresser le sujet. Nous avons plusieurs groupes parlementaires qui sont à l'Assemblée nationale qui peuvent. L'Assemblée nationale a les moyens de financer une commission d'enquête parlementaire pour que nos députés aillent dans les villages, dans les communautés, instruire le dossier. Ouais, tous les jours en France, c'est après des enquêtes de 6 mois, d'1 an. Et l'Assemblée nationale, puisqu'il y a plusieurs tendances, il y a plusieurs obédiences, peut être une autorité impartiale pour adresser le sujet sans passion. Bien. Alors parce que si on ne le fait pas, on risque de ne pas régler le problème à la racine. Bien, Michel Betta, il y a aussi la responsabilité du ministère. Mais il faut le dire, le ministre, en héritant d'un poste ministériel... Parce que quand il dit dans les archives que tous les 2 dossiers de Dame Traoré et Komé Bakary sont complets dans leurs archives, cela soulève un véritable problème. Oui, ils nous ont rassuré que l'ACD ne peut pas avoir 2 ACD, mais finalement, on voit que dans le même ministère, on peut, en introduisant un deuxième ACD, on peut l'obtenir. Donc, la stabilité du ministère est totale. Moi, je pense qu'en héritant de ce ministère-là, il a hérité aussi des problèmes qui s'ensuivent. Donc, il faut qu'il apporte des solutions. Un ministre, il ne constate pas, il agit. Alors que là, on constate que le ministre n'agit pas, il fait que constater les dégâts et c'est malheureux. Moi, je le dis, c'est pas vraiment, faut le dire, dans cette situation du foncier, il y a un problème réel qui est tel que il faut pas, le ministre a préféré faire un exposé technique que de répondre aux familles en deuil, aux difficultés d'accéder au foncier et toutes ces questions qui sont liées à la problématique de son ministère. C'est vrai qu'il parle d'ADU, mais avant ça, qu'a-t-on fait? C'est à quoi que moi je suis sidéré quand je regarde un peu l'attitude du ministre. C'est à quoi qu'il a fallu la dame qui se plaît pour que le ministre se rende compte des difficultés de son ministère. C'est là qu'il s'est presse de prendre des mesures.
bon, je me suis demandé, mais attends, à quel jeu joue le ministère de la Construction? À quelle politique s'est-il adonné réellement? Parce que quand on regarde, on a parlé de plusieurs problèmes. En dehors du foncier, il y avait la question du logement, la question même du loyer, hein, en termes de comment les Ivoiriens arrivent à se loger, comment ils louent un loyer à un pièce. Il y a même les inondations aussi. Toutes ces questions-là, on voit qu'elles perdurent. Il n'y a pas de solution pour amener les propriétaires de logement, de loyer, à avoir une attitude respectable même vis-à-vis des locataires. On est dans un système où chacun fixe ses taux sans que tu n'aies la possibilité d'apporter une réplique. Donc, on est laissé à la merci de ces questions-là et je crois que le ministère a un peu démissionné. Et c'est ce qui me fait penser que cette rencontre parlementaire avec le ministère doit aller plus loin. Il ne faut pas qu'on en reste seulement à une rencontre et on se taise. Je pense que Guillaume Bateau l'a dit, une enquête parlementaire viendrait nous clarifier et nous apporter des solutions idoines aux questions de logement. Vous savez, quand le gouvernement Ouattara a pris son slogan après avoir pris le pouvoir depuis 2011, c'était les logements sociaux. Où en est-on aujourd'hui? On nous a rapporté un rapport de la primature qui a fait un certain bilan pour dire que 14% des logements ont été adressés effectivement. Et puis, dans ces 14%, c'est moins de 5% seulement qui sont attribués à des personnes de faibles revenus. Vous comprenez que toute la politique du logement, toute la politique du foncier, toute la politique de choses a vraiment échoué, il faut le dire. A échoué et il faut des mesures correctives. C'est pourquoi j'en appelle aux députés. Ils ont commencé quelque chose qui est à saluer déjà en entendant le ministre, mais ne nous arrêtons pas à un simple discours, à passer aux actes, parce qu'il faut agir. Bien. Donc, Daouda Ouattara, vous êtes déçu ou satisfait de l'intervention du ministre de la Construction ce soir? Bien. Mon avis est un peu mitigé. Mitigé en ce sens que le ministre reconnaît explicitement que le verre se trouve dans le fruit. Mais à partir du moment où on sait que le verre se trouve dans le fruit, qu'est-ce qu'on fait? On corrige. Mais là, depuis février, que la vidéo a été publiée, jusque-là, il n'y a pas encore eu d'action majeure au niveau de ce ministère-là. Je pense que de février jusqu'à aujourd'hui, on pourrait faire l'audit, que ce soit en interne ou bien en externe, l'audit même de ce ministère-là. Qui a fait quoi? Qui doit faire quoi? Et puis situer, n'est-ce pas, les responsabilités. Montrer ces résultats-là aux Ivoiriens. Parce que nous, Ivoiriens que nous sommes, surtout les acquéreurs de ces terrains-là, on peut... Alors, cette situation fait qu'il y a un climat de méfiance. Aujourd'hui, tu peux avoir la bonne foi de faire une activité, mais à cause de tout ce qui se passe là, ceux qui ont l'argent, ceux qui peuvent investir dans ton activité qui a trait au foncier, ne veulent pas s'y aventurer. Vous voyez. Donc, du coup, quand on situe les responsabilités, ceux qui doivent aller en prison, ceux qui doivent démissionner, ceux qui doivent, qu'on appelle ça, si les responsabilités sont bien situées, alors tout le monde y gagnera. Alors, vous voyez, quand on dit mitigé, ça c'est le côté négatif. Maintenant, pour le côté positif, c'est déjà un grand pas. Là, d'ailleurs, même je salue au passage le député Gaspard Asseyi qui a initié qui a demandé cette initiative, a dit ce passage à l'Assemblée nationale. Et depuis février, personne n'a eu le nez creux de faire ce travail. Mais si lui a eu l'idée de le faire, c'est à saluer. Alors, il faudrait que le Parlement, la commission, ou bien une commission de l'Assemblée nationale puisse se mettre effectivement en place, comme l'a dit M. Bateau, pour qu'une enquête soit diligentée et qu'on nous sorte les véritables résultats de ce qui a été fait, situer les responsabilités pour que la Côte d'Ivoire ou bien les opérateurs économiques ivoiriens qui exercent dans ce domaine-là puissent gagner en termes de confiance et puissent vaquer librement à leur activité. Et Marcelin Niawa, quelle est la part du pouvoir judiciaire dans la gestion du foncier, des conflits fonciers en Côte d'Ivoire? Bon, moi, je ne vais pas aller trop dans le sens du pouvoir judiciaire. C'est le ministre lui-même qui a démissionné sur toute la ligne. Et quel est le ministre de la Construction? Le ministre de la Construction. Parce que quand il vient, il dit « j'ai trouvé des problèmes en place », il se dédouane complètement. Et je ne suis pas d'accord avec ça.
comme le dit tout à l'heure M. Daouda Ouattara, ce problème de Komé Bakari, c'est depuis le mois de février. De février jusqu'à maintenant, qu'est-ce qui a été fait? Et ce n'est pas la seule dame que M. Komé Bakari, à qui il s'est attaqué. Il s'est attaqué à beaucoup d'autres personnes. Il y a plus d'une vingtaine. M. Komé Bakari, on apprend même en ville qu'il a plus de 200 lots à Abidjan. Comment a-t-il fait? Mais dans la mesure où le ministre lui-même arrive à licencier des agents de son ministère, c'est qu'il est conscient, pour délivrance de titres fonciers frauduleux, c'est qu'il est conscient qu'il y a un problème. Et depuis ce temps-là, qu'est-ce qu'il a fait? Pourquoi n'a-t-il pas, lui-même, n'est-il pas allé vers le Parlement pour expliquer le problème? Il a fallu qu'un député l'interpelle, le convoque à l'Assemblée nationale. Qu'est-ce qu'il veut bien cacher? Est-ce qu'il n'est pas de connivence? On apprend qu'il y a eu 3 plaintes déposées contre Komé Bakari. Mais ces 3 plaintes-là, c'est arrivé où? Nulle part. Jusqu'à présent, il n'y a pas de résultats. Et pour casser une maison, des gens sont endormis dans leur maison, on prend une machine un matin et puis on casse la maison. Et puis il n'y a rien qui est fait. Donc je veux dire que ça donne l'impression qu'il y a des complicités énormes. Donc il ne faudrait pas que le ministre se dédouane très vite. Il jette la faute sur les chefs traditionnels, les propriétaires coutumiers, tout ça. Moi, je pense que ce n'est pas une bonne façon de régler le problème. Bien. Il faut qu'il reconnaisse sa part de responsabilité dans ce qui arrive actuellement. Son rôle, c'est de mettre de l'ordre. Son rôle, c'est de contrôler. Et s'il n'a pas pu contrôler, c'est que c'est lui qui a occasionné tous ces problèmes. Gang Bato, voyez-vous une démission de la part du ministre de la Construction selon le ministère? Non, moi je pense que mon ami Yawa, moi je ne le suis pas. Vous ne pouvez pas dire un ministre qui a licencié un certain nombre de ses collaborateurs qui sont rendus coupables d'actes délictueux, qui ne fait rien. On ne peut pas le dire. Si le ministre allait jusqu'à licencier certains de ses collaborateurs, d'abord, il faut saluer cela. Ensuite, je pense que dire qu'il y a une part de responsabilité des autorités coutumières, ce n'est pas démissionner. C'est aussi faire un diagnostic complet. Parce que le processus de délivrance des actes concernant le foncier ne commence pas au ministère. Le processus ne commence pas au ministère. On peut reprocher au ministère de n'avoir peut-être parfois les contrôles nécessaires. Et je crois que le ministre lui-même le reconnaît. Il reconnaît qu'il y a eu des défaillances au niveau de son département. Et que ces problèmes ne datent pas d'aujourd'hui. Ça aussi, c'est l'honnêteté qui veut que si vous avez trouvé une situation en place, le fait de faire le constat, ce n'est pas démissionner. Au contraire, le fait de faire le constat vous permet déjà d'identifier les problèmes et d'aller à la source et essayer de les régler. C'est pour ça que le ministère a parlé des réformes, notamment de l'ADU, qui fait aujourd'hui débat. C'est pour ça que moi je dis, les députés, bon alors, mes amis semblent se réjouir de ce que les députés, mais c'est leur travail. Les députés sont élus pour contrôler l'action gouvernementale. Et c'est pour ça que j'ai dit, il ne faut pas que les députés s'en tiennent seulement à la question-réponse. Ayant écouté le ministère, ils doivent prendre la version du ministère, aller sur le terrain, puisque le ministère a identifié un certain nombre de responsabilités. Eux-mêmes doivent se donner les moyens de vérifier l'authenticité ou non, la véracité ou non des propos. En écoutant, on a comme l'impression que le ministère se désengage complètement non, et que c'est la responsabilité des autres et non du ministère. Non, je crois que tout à l'heure, il y a eu beaucoup de sujets qui ont été abordés. La chefferie qui est beaucoup pointée du doigt. La chefferie. Mais c'est tout ça dit que le Parlement doit aller vérifier ce que le ministre dit. Parce que si vous n'allez pas vérifier, comment vous pouvez savoir si le ministre dit vrai ou faux? Le ministre vous dit, dans ces problèmes de foncier, il y a une grande part de responsabilité des autorités coutumières. Parce qu'il y a plusieurs guides, plusieurs vrais faux guides qui circulent. C'est un fait. Le Parlement, je pense que le Parlement a les moyens de se rendre sur le terrain pour confronter la version du ministre avec la réalité. Le Parlement, de la même façon, ils ont invité le ministre à venir devant nous. Ils peuvent inviter les chefs traditionnels qui sont concernés. Qu'est-ce qui empêche les députés de dire, bon, messieurs les chefs de Djorobité, messieurs les chefs d'Abobo Baoulé, messieurs les chefs de Elokate, etc., etc. Nous vous recevons aussi. Dites-nous votre part de vérité.
Et nous aussi, en tant que parlementaires, nous allons nous déplacer, nous allons aller au ministère, faire notre enquête. Une enquête parlementaire, c'est possible. Est-ce que vous comprenez? Parce que toutes les questions que mes amis évoquent ici, tout ne dépend pas du seul ministère de la Construction. La question du logement est une question transversale. Parce qu'il n'y a pas que le foncier. La question, les questions de loyer, tout ça, il y a les questions juridiques, il y a les questions économiques, c'est une politique d'ensemble. Si je suis d'accord que le gouvernement doit faire des efforts, mais c'est un problème d'ensemble. Ce n'est pas le seul ministère de la Construction qui est interpellé. Le coût des moyens de production ne dépend pas du seul ministère de la Construction. C'est pour ça que moi je dis, il faut qu'on sorte du factuel pour qu'à tête reposée, une commission d'enquête parlementaire soit mise en place, impliquant tous les groupes parlementaires, avec les moyens dégagés par l'Assemblée nationale, et que le Parlement écoute les experts, parce qu'il n'y a pas que le ministère en tant qu'expert dans le domaine du foncier. Il y a des experts indépendants qui peuvent être mis en contribution. Il y a, on a parlé de la chefferie traditionnelle, il y a des opérateurs économiques qui agissent dans le secteur du foncier. Les aménageurs fonciers, par exemple, ceux qui font les lotissements, des architectes, tout ça, il faut les interroger. Bien. Pour que, merci. Et puis, merci Guillaume Bato. Aussi envoyer des missions dans la sous-région. Alors Michel Betta, on va terminer tous avec l'attestation des droits d'usage qui paraît être la solution au problème foncier en Côte d'Ivoire. Comment vous réagissez? Le ministre a dit arrêter dès maintenant pour les délivrances passées, pour les auditer. Les délivrances avant 2025, il va les auditer. Et désormais, il va avoir l'attestation de droit d'usage. Mais sur ce point aussi, les chefs traditionnels sont, pour certains que j'ai interrogés, sont un peu réticents à appliquer cette mesure-là. Moi, je ne sais pas quel dialogue. Pourquoi ils sont réticents? Non, j'en viens. Il faut qu'on arrive à un dialogue qui fasse en sorte que les parties s'accordent d'abord sur l'usage de ce document. Et le ministère avait parlé aussi d'identifier le cadastre de façon numérique. Jusqu'ici, c'est des mesures qui tardent. Alors que tout cela, moi je pense que quand tout cela sera fait, ça va aider à mieux contrôler le cadastre. Parce que si c'est numérisé aujourd'hui, on sait que telle terre est ici et elle appartient à telle, on nous aidera tous à mieux regarder, même sur une carte, même si un document du ministère ou bien un site du ministère, tu pourras voir ce site-là appartient à qui et il est situé où, de sorte qu'on n'ait pas deux personnes sur le même espace. Mais moi, je vais finir par là. Vous savez, de toutes les mesures que le ministère a prises, aucune n'a été efficace jusqu'ici. C'est ça qui fonde mon inquiétude même avec l'ADU. Parce que le ministère nous a dit que personne ne peut avoir, il ne peut pas avoir deux ACD sur un terrain. Mais les documents du ministère ont pu sortir plusieurs ACD sur le même terrain. Et c'est le ministre qui signe les ACD. Voilà. Donc, on en arrive à se poser la question, tout simple, de savoir est-ce que ce ministre-là, ce ministère, disons, parce que je n'ai rien contre la personne du ministre, ce ministère-là a les moyens de faire respecter des mesures assez strictes et assez cohérentes pour nous permettre de ne plus tomber dans les travers que nous vivons avec le foncier aujourd'hui. C'est toute la question. Donc, moi, je pense que je suis pas rassuré tant que je n'ai pas vu les effets indus de cette mesure-là et son efficacité sur le terrain. Parce que c'est les mêmes acteurs du ministère qui vont nous faire en sorte qu'on puisse, nous serait stupide comme Dieu trouve, deux ADU pour un même terrain. Alors que ce n'est pas la question. Docteur Daouda Ouattara, l'ADU une solution au problème foncier en Côte d'Ivoire? L'ADU, ce n'est qu'un palliatif. Voilà, ce n'est qu'un palliatif. C'est juste pour gagner du temps. Sinon, s'il a pu avoir deux ACD ou bien plusieurs ACD sur un même terrain, il pourrait avoir plusieurs ADU sur Comment cela est possible? Parce que le même mécanisme qui a créé tout ce problème-là dans ce ministère, ce même mécanisme est encore là, puisque jusqu'à présent, les responsabilités ne sont pas constituées. Voilà, ça peut être monsieur tout le monde. Alors, moi, je vais encore plus loin. Parce que dans son discours, le ministre, il présente l'ADU comme la solution idoine. Or, ce n'est pas le cas. Parce que le problème est plus profond que ça. Il y a qu'en Côte d'Ivoire, l'État est le véritable propriétaire terrien. Or, ça ne devrait pas être le cas. Parce que les populations qui ont vécu sur des terres
durant des millénaires ou bien des centaines d'années. Et puis, ils ne sont même pas les véritables propriétaires terriens, c'est l'État qui est le véritable propriétaire terrien. Or, on pourrait faire de telle sorte que chaque famille soit dépositaire de son terrain. S'il trouve de l'or sous son sol, ça appartient à sa famille. Si c'est de l'eau, ça appartient à sa famille. Il faudrait que chaque famille soit dépositaire, le véritable dépositaire de ses propres terres. Et dans ce cas-là, on peut faire le cadastrage de ces terres-là. Chaque famille va faire le cadastrage de ses terres. Si c'est 10 hectares, c'est à la famille X, 20 hectares à la famille Y. De telle sorte que si on veut vendre ces terres-là, c'est à la famille de vendre ou pas. Donc, s'il y a un problème, si ce même terrain-là a été vendu à plusieurs personnes, la première personne à saisir, c'est le responsable familial. Parce que dans le cas actuel, il y a plusieurs têtes à la fois, mais en fin de compte, on ne sait pas qui est le véritable fautif, parce que c'est le chef du village qui signe sur les attestations villageoises. C'est vrai que les propriétaires terriens signent, mais ça n'a pas de grande valeur comme pour le chef de terre, le chef du village. Parce qu'il sait qu'il n'est pas le propriétaire terrien. Avant de signer ton papier, peut-être il prend 100 000, il prend 200 000. Il s'en fout. C'est l'argent que lui gagne là, c'est ce qui l'importe. Donc, pour le même terrain, il est prêt à signer 1000 fois. À raison de 100 000, par exemple, ça fait 1 million. Il est prêt à signer 1000 fois, ou bien 100 fois. Alors, quand toi, le propriétaire terrien, tu as vendu ton terrain à un individu X, tu lui as déjà vendu. Et puis, tu envoies un deuxième acquéreur, tu signes, tu lui vends. Le premier qu'on doit arrêter, s'il y a un problème, ça sera toi. Donc, du coup, quand c'est ce cas-là, tu sais comment t'y prendre, au fait. Voilà. Tu seras moins enclin à gruger, n'est-ce pas, tous ceux qui voudront acquérir des terrains avec toi. Donc, c'est ce point-là que je voulais qu'on appelle ça éclairci avant qu'on continue le débat. Marcelin Niawa, est-ce que vous voyez une solution au conflit foncier à travers l'ADU? Mais il y a toujours une solution à un problème. Mais à travers l'ADU... C'est donc l'ADU la solution? Je ne pense pas. Ce n'est pas un problème d'ADU, comme les débatteurs l'ont dit tout à l'heure. Le problème, j'ai dit le fait même que les plaintes contre Komé Bakary ne prospèrent pas. C'est qu'il y a problème. C'est qu'il y a des autorités encore plus fortes même que le ministre qui sont peut-être impliquées dans le dossier. Sans cela, je peux rejoindre peut-être Guillaume Bato pour dire qu'il faut que l'Assemblée nationale, les députés, s'impliquent suffisamment pour pouvoir crever l'abcès. Sinon, au niveau du ministre, ce n'est pas... Monsieur comment il s'appelle? Komé Bakary. Non, le ministre de la Construction. Tout ce qu'il dit, moi, ça ne me convainc pas. C'est un problème c'est une patate chose entre ses mains. Il n'arrive. Donc, il faut que les députés s'impliquent suffisamment pour pouvoir crever l'abcès et pour pouvoir rassurer les Ivoiriens pour qu'ils puissent dormir tranquillement dans leur maison. Parce que nous tous qui sommes ici, là, nous sommes en difficulté. Un matin, tu es couché, vers 4 heures du matin, il y a une machine qui vient et qui détruit ta maison. Et tu ne sais pas personne. Depuis février, ce problème perdure. N'eût été, monsieur Seyi Gaspard, ce grand oral à l'Assemblée nationale n'allait pas avoir lieu. Ça veut dire que le ministre lui-même n'allait même pas se présenter face aux députés. Ça, c'est pas fait de lui-même. Donc, tout ce qu'il peut apporter comme solution aujourd'hui, ça n'apaise pas. Il faut que les députés s'impliquent suffisamment pour crever l'abcès, pour savoir réellement d'où vient le problème, qui est derrière Komé Bakary, contre qui aucune plainte ne peut prospérer. Bien. Guillaume Bato, pour terminer, une minute. Mais bon, moi, est-ce que le ministère de la Construction, c'est le tribunal? Je crois qu'aussi, même si on n'aime pas la tête du ministre de la Construction, moi, je peux comprendre. Pardon. Oui. Ne lui prépare quelqu'un de pas ministère. Aucune plainte ne prospère. Mais les plaintes, ce n'est pas au ministère de la Construction. Oui, ça veut dire que c'est au tribunal. Plus forte. Bon, parce que ça ressemble à des règlements de compte politique. Ah bon? Parce que le ministère de la Construction, ce n'est pas le tribunal. Oui. Donc, on ne peut pas imputer au ministre le fait que les plaintes n'avancent pas. Il faut regarder du côté du tribunal. Et on connaît aussi que la justice prend son temps pour pouvoir justement éviter les erreurs judiciaires, ce que j'ai évoqué tout à l'heure. Parce que tout le monde veut qu'on menote M. Komé Bakary et le mette en prison. Mais si M. Komé Bakary a bénéficié, ou lui aussi s'est fait gruger, ben on peut pas le mettre en prison. Mais on peut l'arrêter quand même. Non, mais sur la base de quoi? Il faut que l'enquête ait lieu. Ben, on ne peut pas prendre un citoyen parce que quelqu'un se plaint. Moi, je suis sur votre plateau ici. Il y a Komé Bakary qui parle même de diffamation. Écoutez, moi, je vous dis une chose. Moi, je préfère une enquête qui prend son temps pour que les responsables soient vraiment situés. Et c'est pour ça que je dis la condition des députés n'est pas superflue.
Dans les pays développés, notamment en France, que nous prenons toujours comme exemple, quand un sujet intéresse la communauté, la représentation nationale, que ce soit l'Assemblée nationale ou le Sénat, on fait des commissions d'enquête et on donne les moyens et le Parlement peut prendre 6 mois, 1 an pour adresser la situation, pour ne pas qu'on dise que le ministre, comme c'est un homme politique, il a un parti pris. Le Parlement, toutes les colorations politiques sont représentées. Voilà ce que j'ai dit. Merci, Guillaume Donc, Bato. on ne va pas dire, oui, bon, Madame Traoré s'est plainte en février. Alors, Michel Pétard, on va terminer rapidement avec vous. Je disais que sur la question, il faut qu'on aille, on regarde au-delà même de nous-mêmes Ivoiriens. Parce que sur la question, les bailleurs de fonds nous regardent. Parce que l'investissement immobilier, l'investissement foncier, c'est un truc qui intéresse beaucoup, hein, tous ceux qui veulent investir en Côte d'Ivoire, tous étrangers comme en nationaux. Donc, il faut qu'on fasse vraiment un effort pour que la question foncière ne soit pas... Il faut dépolitiser la question. Non seulement dépolitiser, mais faire en sorte que ce ne soit pas un sujet d'inquiétude. Parce que ça va nous faire rater beaucoup d'investissements. Parce que une personne ne peut pas mettre son argent là où elle sait qu'à tout moment, on peut l'exproprier. Ça, c'est des questions qui sont essentielles pour les investisseurs. Donc, je crois que si on veut créer des emplois, si on veut résoudre la question du chômage, il faut que cette question-là soit résolue de façon efficiente afin d'éviter, à l'avenir, ça peut être même un sujet de crise sociale. Vous n'imaginez pas tous ceux qui se sentent aujourd'hui en danger face à leurs biens qu'ils ont acquis au niveau immobilier, foncier. Il faut que toutes ces questions-là soient abordées franchement. Et je vais finir par les questions d'effondrement d'immeubles. Sur la question aussi, il faut que le ministre trouve des solutions afin que ce ne soit pas seulement l'affaire des promoteurs. Pour le ministère, comme certaines enquêtes ont montré, ils n'ont que fait 18 contrôles en point de 5 ans d'existence de la brigade de contrôle. Donc, c'est pas suffisant. Il faut sur ces questions-là aussi, apporter quelques réponses à la crainte des populations. Merci Michel Pétard. On marque une courte pause, on revient juste après. Nous sommes de retour de la pub et nous sommes dans la deuxième partie de cette émission. Le président guinéen Mamadi Doumbouya a été reçu par le président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara. Il est en visite dans notre pays ce jour. Alors tout d'abord, quel sens donnez-vous à cette visite, Dr Daouda Ouattara? Alors, tout d'abord, je dirais que c'est une visite de courtoisie et en même temps de remerciement. Parce que en 2023, précisément le 18 décembre 2023, il y a eu l'incendie du plus grand entrepôt des hydrocarbures de la Guinée qui avait pris feu, qui avait carrément brûlé. Et c'est la Côte d'Ivoire, n'est-ce pas, qui a été le premier pays à venir à la rescousse de la Guinée. Et je crois bien même que la Côte d'Ivoire a envoyé un ministre avec du matériel pour aider, n'est-ce pas, le pays frère qui est la Guinée. Donc, je pense que ça, comme le dit l'adage, c'est dans les moments difficiles qu'on reconnaît les bons amis. Donc, quand la Guinée était en difficulté, on a été avec eux, avec elle plutôt. Donc, cette visite-là, dans un premier temps, je pense bien que c'est pour dire merci. Et puis, dans un second temps, renforcer, n'est-ce pas, la coopération sud-sud, c'est-à-dire entre les pays en voie de développement que sont la Guinée et la Côte d'Ivoire. Maintenant, en dehors de cela, il y a le balai diplomatique, etc., qui accompagne cette visite d'État. Bien, Marcelin Niawa, il y a eu des vives réactions, surtout en Côte d'Ivoire, autour de la rencontre. Il est dit entretien avec le général Mamadi Doumbouya, président de la République de Guinée, voilà, chef de l'État. En quoi ce terme, président de la République, causerait problème? Bon, moi, personnellement, ça ne me cause pas de problème. Mais quand je vais m'en tenir au communiqué officiel, il dit que cette visite est placée sous le sceau de l'unité, de la paix et du panafricanisme. Moi, je souhaite que ces genres de visites se démultiplient entre chefs d'État des pays voisins. Lors de sa dernière visite ici en Côte d'Ivoire, le porte-parole de l'Union africaine disait que la sous-région est mouvementée. Il y a beaucoup de risques qui pèsent sur la sous-région. Donc, je souhaite que les chefs d'État se retrouvent pour pouvoir parler, pour pouvoir mettre les populations de la sous-région en sécurité. Moi, c'est sous cet angle-là que je vois. Il faut que la coopération se démultiplie entre nous pour que les peuples guinéens, les peuples ivoiriens, les peuples maliens, burkinabés et autres, on puisse vivre en frères. Donc, pour qu'on puisse en arriver là, il faut que les différents chefs d'État se parlent.
et puis ça planifie les différentes difficultés qu'il peut y avoir entre ces pays. Bien. Alors, Guillaume Bato, c'est sa première visite en Côte d'Ivoire depuis 2021. On se demande aussi pourquoi maintenant et pourquoi Abidjan? Oui, mais bon, pourquoi maintenant? Il faut poser la question au président guinéen. Pourquoi Abidjan? Mais, selon votre lecture? Oui, pour moi, je dis que Abidjan, qu'on le veuille ou non, je le dis peut-être chez certains confrères, la Côte d'Ivoire est un pays qui compte. Non seulement de par sa position, mais de par son développement, de par le fait qu'elle accueille sur son sol beaucoup de frères de la sous-région, de tous ces pays qui nous entourent. Donc, nous sommes un pays, bon, ailleurs j'ai dit que la Côte d'Ivoire, nous sommes le grand frère de l'Afrique de l'Ouest francophone. Voilà, nous sommes le grand frère. Donc, c'est normal que nos frères viennent, qu'avec eux, qu'on puisse discuter des questions qui nous préoccupent tous. Par exemple, nous qui sommes des pays membres dans le golfe de Guinée, hein, la question de la piraterie maritime, par exemple, la question du terrorisme. Aujourd'hui, à nos frontières nord, nos voisins nord, comme le Mali, le Niger, le Burkina Faso, font face à des attaques terroristes. Bon, ils ont choisi de sortir de la CEDEAO, mais il faut toujours qu'on continue de discuter parce que les populations qui sont les mêmes de part et d'autre des frontières ont besoin d'un espace commun sécurisé. Ça, c'est d'abord la première des choses. Ensuite, pour qu'on puisse travailler ensemble sur les questions économiques. Un pays comme la Guinée, qui est le voisin immédiat de la Côte d'Ivoire, ne peut pas ne pas avoir de bons rapports avec la Côte d'Ivoire. Comme nous aussi, nous ne pouvons pas avoir de bons rapports avec la Guinée, le Ghana, le Mali, le Burkina, le Sénégal, le Niger, etc. Tous ces pays, cet espace-là, dont les populations sont entremêlées, ont besoin de travailler ensemble. Bon, malheureusement, dans certains pays, les militaires ont fait irruption sur la scène politique, notamment le général Comme Doumbia. la Guinée. Oui, comme la Guinée. Moi, je critique. J'ai toujours critiqué les militaires qui font irruption dans le jeu politique et qui déstabilisent les institutions de leur pays. En Guinée, il y a des élections qui se profilent à l'horizon. Comme dans les autres pays également. Oui, mais non, c'est pas comme dans les autres pays. Au Mali, au Burkina, ils ont mis les élections au placard. Ils ont octroyé des mandats illimités de 5 ans sans élection. Bon, en Guinée, la Guinée semble emprunter un chemin légèrement différent. Même si moi, je continue d'être critique vis-à-vis du régime militaire en Guinée, je pense que les militaires n'ont rien à voir dans la politique. Si les militaires veulent faire la politique, ils déposent le treillis tranquillement et puis ils viennent compétir avec les partis politiques au lieu de faire des coups d'État. Mais bon, le général Doumbia vient, j'espère qu'il va rassurer les autorités ivoiriennes sur le processus de retour à l'ordre constitutionnel et puis régler les problèmes. Là-bas, vous savez, il y a beaucoup de problèmes aujourd'hui. Les opposants, beaucoup d'opposants sont en exil, beaucoup d'opposants sont en prison. La presse, la liberté de la presse n'est pas au mieux de sa forme, tout ça. On a besoin d'un espace ouest-africain démocratique. Voilà. Donc, toutes ces questions-là, j'espère que le président de la République et son homologue guinéen vont en discuter pour qu'on n'ait pas une autre foyer de tension en Guinée, comme on a aujourd'hui au Mali, au Burkina et au Niger. Bien, pour merci. Que nos populations travaillent ensemble au développement économique qui reste le vrai principal défi. Merci. Michel Betta, ça devient récurrent. Des dirigeants illégalement au pouvoir, des militaires venus par des armes, sont reçus par le pouvoir d'Abidjan. Qu'est-ce que cette démarche évoque? Et puis, à qui profite cette visite entre les deux chefs d'État? D'abord, comme vous l'avez souligné, c'est le double langage d'Abidjan. Hein. La démarche du président, pour moi, elle n'est pas morale, elle n'est pas cohérente. Il faut le dire, il ne faut pas se le cacher, parce qu'elle est motivée seulement par des intérêts immédiats. Donc, pour vous, il faut fermer les portes à certains pays voisins. Autant on a la voix forte à Abuja pour critiquer les coups d'État, que sont ceux de l'AIS, il faut avoir cette voix forte-là aussi à Abidjan pour ne pas recevoir ceux qui sont des poussistes. Parce qu'en fait, ça nous donne quoi? Ça nous donne quelle impression? Quand on déroule le tapis rouge pour un président poussiste, quand on fait en sorte de l'adouber par notre attitude politique, parce que la diplomatie, les gestes sont forts. Il ne faut pas se le cacher, les gestes sont forts en diplomatie. Quand ce président-là vient et puis on lui dresse le tapis rouge, on le reçoit au palais, mais ça veut dire qu'on a adoubé son pouvoir. Qu'est-ce qu'on va dire aux autres poussistes? Qu'est-ce qu'on va dire à ceux de Koïta? Parce qu'avec eux, on est dur.
on ne fait pas de concessions. Aujourd'hui, ils ont quitté l'espace CEDEAO en nous accusant directement d'être la base. Certains nous accusent même d'entretenir c'est nous qui leur avons dit de faire un coup d'État contre leur régime. Moi, je veux parler de la Côte d'Ivoire. C'est la Côte d'Ivoire qui leur a fait un coup d'État. Non, je veux parler de la Côte d'Ivoire parce que la Côte d'Ivoire, ça nous concerne tous. Voyez-vous, on a un double langage. Comment les gens font le coup d'État dans leur pays? Ils accusent. Pas de nature à donner une cohérence à notre discours. C'est vrai qu'on a des intérêts économiques avec ce pays-là. On a une frontière commune. Aujourd'hui, on parlait tantôt de l'axe Conakry-San Pedro pour faire acheminer les matières premières de la Guinée vers ce pays-là. Mais pour des intérêts économiques, on a décidé de tourner le dos à des intérêts de la sous-région. Aujourd'hui, on aura du mal à donner des leçons au pays de l'AES. C'est ça aussi. Il faut avoir une politique diplomatique cohérente pour éviter d'être taxé, d'adouber d'autres coups d'État au détriment d'autres. Et puis, bon, Abidjan aujourd'hui, vu comme le centre bon, je ne veux pas cacher mes mots, de la France-Afrique pour les pays de l'AES, c'est Abidjan qui est le relais de la France en Afrique aujourd'hui. Donc, je pense que quand tout cela est mis en place, il faut pour notre part, pour éviter que ces panafricanistes nous taxent de tous les mots, éviter de donner du gain à moudre à notre démarche. Oui, je veux réagir. Je pense que, bon, d'abord, ça ne veut rien dire, le représentant de la France-Afrique, tout ça, c'est des slogans. Mais ça veut rien dire. Ça gagne les populations quand même. Non, mais faut pas ça ne veut rien dire. Non, ça veut dire quelque chose. Ça veut rien dire. C'est dit en français. C'est de la propagande. Qui veut dire quelque chose. Ça ne veut rien dire. C'est la propagande. Maintenant, il faut, moi, je tiens à rappeler que quand mon ami Beta dit que on est dû avec la Côte d'Ivoire de façon particulière, mais la CEDEAO de façon générale, a toujours eu d'abord une démarche de dialogue. Quand les situations de coup d'État interviennent dans les pays, la CEDEAO a d'abord une attitude de discussion. On approche les dirigeants qui ont fait intrusion sur l'espace politique pour dire, bon, vous avez fait un coup d'État, ce n'est pas normal. C'est contre les règles que nous sommes données. D'abord parce qu'il faut le dire. Les règles de fonctionnement de la CEDEAO n'autorisent pas des coups d'État. Mais quand c'est fait, la CEDEAO approche les nouveaux régimes. Quel type de coup d'État ils n'autorisent pas? Tous les coups d'État. Mais il y a un coup d'État en Côte d'Ivoire ici. Le non-respect de la Constitution, c'est un coup d'État civil. Oui, mais alors, c'est un coup d'État est-ce que la civil. CEDEAO... Est-ce que la CEDEAO est venue? 2020, c'était un coup d'État? 2020, c'est un coup d'État? Oui, pourquoi? Le non-respect de la Constitution. Non. La Constitution a été respectée en 2020. Non, pas du tout. La Constitution a été respectée. Bien. Voilà. Donc, je finissais. Pour dire rapidement. que la Côte d'Ivoire a toujours une attitude bienveillante pour aider ces pays-là à sortir du désordre constitutionnel. Maintenant, les militaires au Burkina, au Niger, pour conserver le pouvoir, sont braqués. Vous voulez que la Côte d'Ivoire fasse quoi? Si nos frères guinéens ont compris qu'on ne gagne rien dans la belligérance, dans l'anathème, ceux qui bavardent au Burkina, au Niger, au Mali, l'AES, mais vous voyez les conséquences dans leur pays. Et ils sont venus pour dire qu'ils vont créer la sécurité. Ils n'ont rien créé. Ils ont braqué leur pays. Mais vous voulez que la Côte d'Ivoire fasse quoi? Si le président guinéen a plus de sagesse et veut venir voir avec nous comment nous pouvons travailler, non seulement aider son pays à sortir du désordre constitutionnel, mais à travailler sur les intérêts, notamment sécuritaires, où est le problème? Mais nous, on ne peut pas encourager les gens à faire des coups d'État, à créer le désordre dans la sous-région. Ce n'est pas la vocation de la Côte d'Ivoire. Bien, Dr Daouda Ouattara. Bien. Moi, je vais changer carrément de registre. Parce qu'il n'y a que le premier des classes ici qui ont copie. Alors, si aujourd'hui, tout le monde veut venir en Côte d'Ivoire, veut faire une visite, qu'on appelle ça, une visite en Côte d'Ivoire, que ce soit le Sénégal, la Guinée, quel que soit le Gabon. le pays, le Gabon, etc., c'est parce qu'il y a quelque chose de bon ici que ces dirigeants-là. La Côte d'Ivoire était toujours le centre de l'Afrique de l'Ouest. Alors, la Côte d'Ivoire est quand même une grande plaque tournante au niveau de l'Afrique de l'Ouest et même dans le monde. Nous sommes premiers dans la zone UEMOA, nous sommes deuxièmes dans la zone CEDEAO, le Nigeria étant premier. Alors, il y a un exemple de développement qui se passe en Côte d'Ivoire. C'est cet exemple de développement-là, n'est-ce pas, qui attire tous ces dirigeants de la sous-région à venir à faire des visites ici. Alors, si je peux paraphraser un peu le président Mamadi Doumbia lui-même, dans un discours datant du 20 mai 2025, où il disait que je suis militaire, je préside à la destinée de mon pays. Je veux que cette Guinée, n'est-ce pas, sorte du carcan du sous-développement, de la misère, du fatalisme.
Et je n'ai pas trouvé meilleur professeur que son Excellence Alassane Ouattara. Je prends toujours de ses conseils avisés, de son expertise pour la bonne marche de mon pays. Alors, quand un président... Il devrait bien éviter le coup d'État dans ça. Quand un président parle de son homologue comme ça, c'est que ce président-là, il fait quelque chose de bien que lui veut copier. Alors, quand on regarde partout en Côte d'Ivoire, ou bien à Abidjan, ou bien dans certaines villes en Côte d'Ivoire, on voit plus ou moins ce qui se fait. Les routes, certaines infrastructures, etc. Alors, donc, c'est un exemple école, ce qui se fait en Côte d'Ivoire. Donc, il y a certains chefs d'État ou bien certains dirigeants de la sous-région qui veulent venir, n'est-ce pas, s'imprégner de cette réalité-là et puis aller faire ça chez eux. Mieux, la Guinée, c'est vrai que c'est pas un putsch que le président Mamadi Doumbouya est arrivé au pouvoir, mais il y a des infrastructures de grande envergure qui sont en train d'être installées en Guinée actuellement. Et la Guinée, la démocratie s'exprime. Et la Guinée, n'est-ce pas, la Guinée se veut ambitieuse. Voilà, la Guinée c'est pas avec le chemin un ancien légionnaire. La Guinée veut emprunter le chemin du développement. Raison pour laquelle moi, je crois que le général Doumbouya rendrait service à la Côte d'Ivoire. S'il vous plaît, vous n'avez pas encore la parole. Guillaume Bato, s'il vous plaît. Alors, certains observateurs guinéens, selon eux, cette rencontre va à l'encontre des intérêts du peuple guinéen. Non. On va donner des conseils pour que se comprenne bien. Non, vous aurez la parole, Guillaume Bato, dans un instant. Allez-y, Dr Daouda Ouattara. Diriger, c'est difficile. Ce n'est pas du tout aisé. Quel que soit ce que tu feras ou bien ce que tu fais, il y aura toujours des gens pour critiquer. Alors, c'est ce que je viens de dire. La Guinée se veut ambitieuse. Alors, elle est en train de mettre en place des infrastructures de grande envergure actuellement. La Guinée veut quitter le chemin, n'est-ce pas, du sous-développement. La Côte d'Ivoire veut copier, la Guinée veut copier, n'est-ce pas, le bon exemple de la Côte d'Ivoire. Ce qui se fait actuellement ici. Voilà. Il n'y a que le premier celui qui on copie. Voilà. On peut copier dans une classe ou bien dans une école, on peut aisément copier, n'est-ce pas, ce que le premier de classe est en train de faire. Par contre, le dernier, personne ne le regarde. Bien, Marcelin Niawa, la Guinée reste membre de la CEDEAO, mais entretient des liens étroits aussi avec les pays membres de l'AES. Est-ce qu'à travers cette démarche, vous voyez un équilibre diplomatique ou un double jeu? Non. D'abord, je vais dire qu'il faut éviter des réactions à géométrie variable. Soit on aime les coups d'État, ou bien on ne les aime pas. Il n'y a pas de bons putschistes et de mauvais putschistes. On ne peut pas être dur avec les pays de l'AES et puis être souple avec la Guinée. Mais est-ce que les pays de l'AES ne sont pas durs avec la Côte d'Ivoire? Non, mais ils ne répondent. La Côte d'Ivoire les attaque. Ils répondent, verbalement. Ils réagissent. C'est normal. Quand je mentais à la réaction de Guillaume Bato qui dit la déstabilisation vient du non-respect des lois. Mais on peut même dire donc qu'ici, il y a une déstabilisation. Il y a le non-respect même des lois en Côte d'Ivoire ici. Il n'y a pas que les treillis, quand les militaires prennent des armes, qu'il y a coup d'État. Il y a des coups d'État civils aussi. Non, il n'y a pas de coup d'État civil. civil. Si, il y a des coups d'État civils. Bien, alors on revient au sujet. Donc, pour dire que moi, comme je reviens encore avec l'idée du représentant de l'Union africaine qui dit que la sous-région est mouvementée. Et je suis d'accord avec lui, avec les djihadistes qui sont là partout. Il faut qu'on rassure les populations. Les populations des différents pays qui nous entourent dans la sous-région. Il faut qu'on travaille ensemble, mais dans le respect de nos lois, pour que cette région-là, notre sous-région-là, elle soit stable. Pour qu'il n'y ait pas, pour que les djihadistes ne rentrent pas parmi nous, il faut qu'on soit soudés et il faut éviter des réactions à géométrie variable. Non, moi je pense que ce qu'il faut éviter d'abord, c'est les coups d'État. Voilà. Parce que il ne faut pas condamner la réaction et oublier la source. Les coups d'État sous toutes les formes. Oui, mais civil, vous faites de la philosophie. C'est pas de la philosophie. En Côte d'Ivoire, attendez, Guillaume Bato a la parole. Je pense que nos amis, c'est eux-mêmes qui ont eu une réaction à géométrie variable. Vous soutenez les putschistes de la CEDEAO, de l'AES, et vous critiquez. Si M. Doumbouya a pris conscience qu'il s'est trompé en faisant un coup d'État dans son pays, et que ce coup d'État n'arrange pas, et qu'il vient prendre conseil auprès du président Ouattara, mais je crois qu'il faut le saluer, au lieu de soutenir ceux qui insultent le président Ouattara à longueur de journée, alors qu'ils n'ont pas les moyens de faire avancer leur pays. Voilà le problème. Ce n'est pas une question de traitement à géométrie variable. Si vous avez dans votre famille des jeunes frères qui, 2, 3, se sont trompés,
S'il y a un qui reconnaît humblement qu'il s'est trompé et qu'il peut prendre conseil auprès de vous pour revenir sur le droit chemin, on ne va pas le rejeter. Mais celui qui s'entête dans l'erreur et qui au contraire, dans l'invective, c'est normal que vous, bon, encore que le président Ouattara même ne réagit même pas aux déclarations intempestives de ces jeunes de l'AES. Mais le gouvernement ivoirien réagit. Oui, mais le gouvernement, un gouvernement responsable peut réagir. Quand le président, le putschiste burkinabé, passe le clair de son temps à vilipender sans preuve notre pays, c'est normal que le gouvernement réagisse. Mais moi, je veux dire, il faut que nous, citoyens de la CEDEAO, nous comprenions que on peut ne pas être d'accord avec son président dans son pays, mais on ne peut pas être d'accord avec des gens qui ils mettent le désordre dans leur propre pays et ils cherchent des boucs émissaires ailleurs. Oui, mais il faut être correct pour donner des Bien, merci, Michel Moi, je le dis, hein, dans la démarche du président ivoirien, c'est peut-être une manière de diviser les putschistes. Parce que, mais il n'y a pas une association de putschistes. Non, mais il y a une association de putschistes. Non, mais la Guinée n'est pas dans l'AES. Non, il n'est pas dans l'AES, mais il est autant putschiste que les dirigeants de l'AES. Donc, je veux dire que c'est vrai que nos intérêts économiques avec la Guinée, avec laquelle nous parlons, la Guinée aujourd'hui, on dit, elle détient d'énormes matières premières. Peut-être que c'est tous ces intérêts-là qui font que... Mais les pays n'ont pas d'amis, ils n'ont que des intérêts. Oui, c'est pas aujourd'hui qu'on va le dire. J'en viens, tu me laisses finir. On analyse l'avenir du président Doumbouya en Côte d'Ivoire. Il faut lui donner tous les relents qu'elle porte. C'est tout ce qu'elle veut faire savoir. Parce qu'aujourd'hui, dans la diplomatie ivoirienne, notre diplomatie se donne à lire de façon, je dis, de façon à ce que elle n'a pas de trajectoire tracée, elle n'a pas de trajectoire toute droite. Et ça nous pose un peu un problème. Quand Guillaume dit comme ça, soutenir ceux qui insultent, mais qui soutient ceux qui insultent le président? Tu as vu qui soutenir ceux-là? Non, on soutient les putschistes de l'AES. S'il te plaît. Il n'y a pas de putschistes. Donc le président soutient le putschiste guinéen. Non, mais c'est ça que je veux dire. Mais c'est un putschiste. Donc, c'est comme ça que je te dis que le non-respect de la Constitution, vous êtes des putschistes. Aujourd'hui, nous sommes à un tournant décisif dans nos relations avec nos voisins de la sous-région. Parce que tout comme la Guinée avec laquelle nous avons une frontière, nous avons aussi une frontière avec le Mali, nous avons une frontière avec le Burkina. Donc aujourd'hui, il nous appartient, si nous voulons changer de cap, pas dans l'intérêt de la CEDEAO, mais dans notre intérêt personnel, il faut que nous adoptons la même attitude vis-à-vis des autres. Il faut que nous trouvons aussi les moyens de les attirer vers nous. Parce que si nous avons pu attirer la Guinée, bon, je ne sais pas par quel mécanisme, mais nous pouvons aussi... Le Guinée, mais il est raisonnable. Non, s'il te plaît. Là, je pense que nous pouvons aussi trouver ces mécanismes-là diplomatiques, même par des dons. Comme mon voisin disait tout à l'heure, quand ils se sont retrouvés dans des problèmes d'électricité, nous sommes partis à leur secours. Ceux-là aussi sont aujourd'hui dans des problèmes d'électricité. Alors à leur secours suffisamment, et puis on va les Merci, Michel Beta, docteur. Afin de faire avancer notre politique diplomatique. J'ai bien écouté ce que disait M. Nyawa ainsi que M. Bato. En fait, la même géométrie à 12 variables dont il parle là, en fait, moi je pense que ça s'est fait un peu partout. Parce que, à l'entendre parler, on ne peut pas adouber Mamadi Doumbouya et puis rejeter les autres. Bon, ça y va de soi. Parce que nous sommes un pays souverain. Un pays qui se veut rassembleur. Un pays qui appartient, n'est-ce pas, aux Ivoiriens. Donc, du coup, on ne peut pas faire la police à quelqu'un pour qu'il vienne vers nous, bien pour qu'il nous aime. Non. On ne travaille qu'avec ceux qui veulent travailler avec nous. Le président Doumbouya, à travers ce que je viens de dire ici, a trouvé que son modèle de développement actuel, c'est le président Ouattara. S'il décide de venir le voir, moi je pense qu'il doit l'accueillir à bras ouverts. Le jour où les présidents burkinabés, nigériens et maliens vont décider de venir vers la Côte d'Ivoire pour une quelconque coopération, je pense qu'ils seront les bienvenus. Donc, alors, toi, tu penses on va avancer. Quand Guillaume Bato dit que le TRI, c'est un militaire, mais le problème, ce n'est pas parce qu'il est militaire qu'il ne peut pas développer son pays. Est-ce qu'il a les prérequis nécessaires? Est-ce qu'il a les aptitudes? Non. Est-ce qu'il a les aptitudes nécessaires pour développer son pays? Non. Si oui, autant lui, les aptitudes nécessaires. Non. J'en viens. En 87, en 84, ou bien, en 84, quand Thomas Sankara a fait le putsch au Burkina Faso, aujourd'hui, il est cité un exemple parce que... il a envoyé le Burkina où? Non, laissez-moi venir. Docteur, on va aller rapidement. 15 secondes pour terminer, on a déjà fini. Dans son pays.
Rollins, pareil, il est situé un exemple de son pays. Donc, si Mamadou Doumbouya peut faire la fête de la Guinée, laissez-le faire. Qui l'a élu? Voilà. C'est le problème. C'est pas le peuple qui est le problème. Ah, non, est-ce qu'il a les aptitudes nécessaires pour Non, il n'a pas l'aptitude. C'est lui. Il n'a pas d'aptitude. Merci. On doit lui faire confiance. Merci. On doit On doit lui faire confiance. Voilà, c'est tout. Quelqu'un qui fait un coup d'État qui braque les élections dans son pays. Un peuple ne mérite que ses dirigeants. Oh non, Un peuple ne écoutez. mérite que C'est ses trop dirigeants. facile. Voilà, c'est la Guinée. C'est la Mais s'il Guinée. vient nous voir, Mais, Non, je je vous ne pas informe. S'il vous plaît, Je vous on parlera pas en informe même temps. Il y a un Allez-y, docteur. référendum, il y aura bientôt un référendum en Guinée. Et si ce référendum-là, si le peuple guinéen trouve que Mamadou Doumbouya est bien, ils vont le reconduire. Il sera Merci. candidat. Merci. Vous voulez réagir rapidement? C'est pas à nous de Guillaume choisir. Bateau, Oui, moi je dis que. C'est pas à nous de choisir un candidat pour la Merci, Non, docteur, s'il vous On ne plaît. s'en pas choisi. Moi je pense que il faut que nous, citoyens ouest-africains, nous sachions ce que nous voulons. Oui. Nous nous sommes battus contre le parti unique pour l'instauration de la démocratie. Je sais que la démocratie, c'est un processus qui est long. Mais moi, je ne suis pas d'accord avec les militaires qui font irruption sur la scène politique et braquent les institutions et usent de la menace des armes pour s'imposer. Si M. Doumbia peut venir ici pour qu'on le lui rappelle, il n'y a pas de problème. C'est la même chose pour les au Gabon, putschistes. Non, ça va avec, docteur, s'il vous plaît. Non, au Gabon, c'est vous qui n'avez s'est pas passé. la parole, docteur, s'il vous plaît. C'est moi qui ai Merci, la Guillaume parole. Voilà, c'est moi Allez-y, qui ai la Guillaume parole. Bateau, rapidement. Je disais que, donc, il faut, M. Doumbia est venu, vous dites qu'il y a un référendum, mais il faut que le référendum se passe dans de bonnes conditions et que s'il y a demain les élections, qu'il est élu, bon, il n'y a pas de problème. Mais je dis, il ne faut pas soutenir comme font nos amis, les putschistes, parce que, bon, on n'est pas d'accord à Abidjan, sous prétexte que c'est la France-Afrique. Mais de quoi les gens parlent? Merci. Marcel Non, Niawa. moi, ce que je veux dire, quand on veut, parlant des coups d'État, il faut condamner les coups d'État sous toutes les formes, qu'ils soient civils. Il n'y a pas de coup d'État civil. Merci. Si, il y a des coups d'État. Non, attends, je Non, vais finir. il n'y a pas de coup d'État civil. S'il vous plaît, Guillaume Bateau. Allez-y rapidement, en 10 secondes. C'est pourquoi j'invite ici en Côte d'Ivoire pour qu'il n'y ait pas ce genre de déstabilisation. Merci. Allons-y dans le sens du respect de la loi. Michel Beta, 15 secondes. Oui, mais moi, je pense qu'aujourd'hui, les Ivoiriens montrent, ou bien la diplomatie ivoirienne montre une attitude qui n'est pas cohérente. Et moi, je ne suis pas de même à cautionner ça. Parce que autant on peut condamner les coups d'État dans les autres pays, il faut condamner les putschistes d'où qu'ils viennent. Il ne faut pas avoir du bien putschiste et puis être dur avec d'autres putschistes. Merci. Voilà. Place au carton C'est mon rouge. exemple de docteur. Nous sommes dans le carton rouge, le premier carton de cette émission avec Michel Beta. Moi, je voulais vraiment dresser un carton rouge contre les agissements du pouvoir en place. Vous savez, récemment, on nous fait savoir qu'un de nos co-débatteurs, notamment Boga Sako, a été menacé, qu'il a dû prendre la fuite pour se rendre aux États-Unis. Et je veux vous souhaiter que ce ne soit pas vrai, mais si cela est un fait, vraiment que le pouvoir arrête les menaces contre ceux qui ne partagent pas sa gouvernance. Bien. Voilà. Docteur Daouda Ouattara, carton rouge. Bien, moi, mon carton rouge va à l'endroit du ministère de la Construction et de l'Urbanisme. Aussi au président du district d'Abidjan. Au gouverneur. Au gouverneur du district d'Abidjan, M. Cissé Bakongo. Parce qu'on ne peut pas faire du 2 poids 2 mesures. Autant on casse dans les quartiers précaires, parce qu'il y a des inondations, parce qu'il y a des glissements de terrain, autant on peut casser les endroits qui sont toujours inondés, à Cocody, Angré, Palmeraie, etc. Où à chaque fois, les inondations créent de véritables dégâts. Autant on peut comment on appelle ça, casser les quartiers précaires, autant on peut casser ces endroits-là pour viabiliser et puis sauver des vies et des biens également. Marcelin Niawa. Mon carton rouge, je l'emmène vers la mairie de Cocody. Ceux qui vivent aujourd'hui à la Riviera Palmeraie ne peuvent plus circuler. L'eau a tout ramassé, goudron, tout ce qui peut être sur la voie. Il faut que la mairie de Cocody fasse quelque chose pour que les gens sortent au moins de leur quartier. Et le soir, quand ils viennent, il faut qu'ils rentrent aussi. C'est difficile avec ces moments de pluie à la Riviera Palmeraie. Guillaume Bateau, carton rouge. Oui, mon carton rouge va toujours à l'endroit des chauffards qui en deuil des familles chaque jour sur nos routes. Il y a quelques jours, encore hier ou avant-hier, sur la route d'Agboville, un gros camion qui a perdu le contrôle allait percuter un mini-car de transport. Il y a eu près de 14 morts. Par ces périodes, vous voyez, et chaque jour, il y a des accidents. Mais on interpelle les chauffeurs, les transporteurs, les entreprises de transport, mais rien n'est fait. Je crois qu'il faut que l'État, on commence à passer à une autre étape. Que tous les responsables de ces véhicules-là
jusqu'au propriétaire. Il faut qu'il soit traduit devant la justice et parce que, imaginez-vous, un chef de famille ou une mère de famille qui se lève pour aller chercher à manger à ses enfants, on vient leur dire que la personne est décédée parce qu'il y a quelqu'un qui n'a pas été responsable sur la route. Vraiment, je tiens à cela. Il y a trop de morts sur nos routes et ce n'est pas acceptable. Il faut vraiment carton rouge à tous ces chauffards, vraiment aussi carton rouge aux autorités qui ne tapent pas suffisamment de poing sur la table pour mettre fin à ces carnages sur nos routes. C'est l'heure du chiffre du jour. Le chiffre du jour, c'est 51,41. BPC session 2025, 51,41% de taux de réussite contre 40,18% en 2024, soit un taux de progression de 11,23%. Réaction, Dr Daouda Ouattara. Bien, c'est à saluer, 51,41%, ce qui veut dire que sur 100 élèves, il y a au moins 52 qui sont admis. C'est bon, c'est bien. Mais ce qui m'importe, ce qui m'inquiète, n'est-ce pas, c'est le niveau de l'éducation en Côte d'Ivoire. Parce qu'il ne s'agit pas d'avoir un fort taux de réussite et puis derrière, les enfants n'ont rien dans la tête. C'est ce qui m'importe. Alors moi, je souhaiterais qu'il y ait un véritable audit de l'éducation nationale en Côte d'Ivoire. Et en même temps qu'on parle aux chiens, il va falloir aussi parler à l'os. C'est vrai que le niveau est bas, mais il faut... Non. Quand il dit, il faut en même temps qu'on parle aux chiens, il faut parler à l'os. Je parle des élèves. En même temps qu'on parle des élèves, qu'on parle des élèves. Non, en même temps qu'on parle des élèves. En même temps, non. Monsieur Bateau, non, c'est un dicton, en fait. Quand, au même moment qu'on parle des élèves, il faut aussi parler des enseignants. Plus le niveau de l'enseignant est bas, plus ce qu'il donne comme enseignement à l'enfant sera médiocre. Merci, docteur. Il va falloir que... Il faut parler aux chiens, à l'os et aux canaris. Il va falloir rehausser le niveau des enseignants. Et la qualité de l'enseignement. Quand on rehausse le niveau de l'enseignant, ça impacte la qualité de l'enseignement de façon générale et l'élève récolte ça en amont. Merci. Il y a aussi le contenu même de la formation à revoir, nos maquettes pédagogiques. Marcelin Niawa. Mais je vais d'abord féliciter les enfants qui viennent d'être admis à leur examen de BEPC et puis encourager ceux qui n'ont pas pu avoir l'examen, qui ont été recalés. Dit beaucoup de courage à eux, l'année prochaine sera là-bas. Mais 51% d'admis, ça veut dire qu'environ la moitié des enfants ont échoué. C'est énorme. C'est sur ce côté-là il faut que l'État fasse beaucoup d'efforts. On nous avait dit qu'il y a eu beaucoup de milliards qui ont été engloutis dans l'éducation nationale et qu'on était parmi les meilleurs du point de vue de la formation. Mais les résultats qui viennent d'être donnés montrent que l'éducation en Côte d'Ivoire se porte très mal. Il faut qu'on redouble encore beaucoup plus d'efforts. Ça prouve que toutes ces classes en paille qu'on a vues à l'intérieur du pays, il faut qu'on fasse quelque chose. Il faut qu'on se penche sur la situation des enseignants parce que tout ça, c'est le résultat des grèves. La prime des enseignants, toutes ces grèves que nous avons constatées ces derniers temps-là, c'est ça qui a envoyé ce mauvais résultat-là. Pour moi, il est mauvais. Parce que 50% d'admis, 50% d'échecs, c'est pas du tout bien. Merci. Et Guillaume Bateau, réaction sur ces chiffres? Sur ce point, pour une des rares fois, je suis d'accord avec mon ami Niawa, 51%, le taux est encore faible. Même s'il faut se féliciter qu'il y ait une progression de plus de 10%, mais 51%, comme il a dit, ça veut dire qu'il y a près de la moitié des enfants qui n'ont pas eu le BPC. Et je crois que c'est encore difficile. Vous voyez, pendant 12 mois, les pères de famille, les parents se seyent, supportent les enfants. La plupart dans les écoles privées, parce qu'il n'y a pas assez d'écoles publiques. Et quand les enfants doivent reprendre encore, c'est encore difficile. Donc, il faut vraiment qu'on continue des efforts en termes de construction de salles de classe, en termes de recrutement des enseignants, en termes de formation des enseignants, en termes de diversification du système éducatif, vraiment pour que dans les années qui viennent, on aille à des taux de 80-90%. Voilà, parce que 51%, ça veut dire qu'il y a eu près de 600 000 candidats, donc on a près de 300 000 qui doivent reprendre. Vous voyez. Et il y a encore 600 000 qui vont venir l'année prochaine. Ça crée des goulots d'étranglement. Sur ces 300 000 qui ont été recalés, je suis convaincu que 80% ne vont plus aller à l'école. S'il n'y a pas de passerelle pour leur permettre d'aller dans le technique, de trouver des choses.
Il y a encore des efforts à faire. Merci Guillaume Bato. Michel Betta pour terminer. Oui, moi je suis un peu, bon, c'est amélioratif hein, par rapport à l'année dernière, mais moi je me dis, en fait, moi je suis arrivé à une conclusion. Il faut que les parents s'impliquent dans la formation de leurs enfants. Voyez-vous, quand un enfant va à un examen, s'il va avoir le C, c'est pas un concours, c'est un examen. Donc tu connais un peu le niveau hein, de ton enfant avant qu'il aille. Il faut qu'il s'implique parce que quand tu regardes le premier trimestre, tu sais si ton enfant il peut avoir peut pas avoir BPC. Tu le sais. Donc, si tu vois ces niveaux-là et que tu laisses ça perdurer jusqu'à la fin de la formation, tu ne peux pas t'étonner que l'enfant arrive avec un échec. Voilà, la plupart du temps, tu verras que ceux qui ont au moins 12 de moins dans les classes ont leurs examens facilement. Ça vous dit que vraiment, il faut que les parents s'impliquent davantage dans l'encadrement des enfants afin d'aider leurs enfants à passer ces classes intermédiaires-là. C'est vrai, c'est des classes d'examen, mais elles n'apportent plus rien aux professionnels. Hein, c'est des petits concours seulement tu peux passer et des concours incertains. Parce que d'autres déjà attendent ces concours-là. Je vais parler des concours de gendarmerie, des concours de police. Quand tu vois même, c'est même plus nos enfants de BPC-là qui peuvent le passer. Parce que d'autres même qui sont arrivés loin là-bas attendent de le passer. Donc bref, pour dire que c'est pas des niveaux il faut laisser les enfants. Donc, quand les enfants ne peuvent pas traverser ces niveaux-là, déjà, nous sommes en danger pour leur avenir. Bon, je dis souvent, je prends cette boutade d'un acteur politique. Qu'un enfant ne traverse pas cette classe-là, c'est le condamner à la pauvreté. Il ne faut pas le laisser là. Voilà. Merci Michel Betta, Dr Daouda Ouattara, merci Marcelin Niawa, merci à Guillaume Bato. Chers téléspectateurs, merci d'avoir suivi cette émission. Et nous remercions également Stéphane Kouassi et Diana Mon qui ont permis la préparation de ce rendez-vous, ce débat ce soir. Rendez-vous demain pour un autre numéro d'Entre deux News sur les antennes de Reflet TV. Nous aurons un invité du parti d'Assalé Tiomoko Antoine qui parlera de sa candidature. Rendez-vous demain 19h50. Bonsoir.